bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène qui a complètement débordé des stades pour envahir la rue, le marché des maillots de foot contrefaits. Ce n'est plus seulement une affaire de supporters, c'est devenu une tendance de mode. On appelle ça le bloc-corps, tu vois, cette idée de porter son maillot de foot comme un vêtement de tous les jours. Exactement, et ça alimente un commerce parallèle qui est juste gigantesque. Notre discussion, elle va s'appuyer sur une enquête assez poussée qui a exploré ce monde et elle révèle à quel point c'est devenu en fait déconcertant de facilité de s'en procurer, à quel point la qualité est devenue bluffante et puis les circuits complexes par lesquels ça arrive jusque nous. Qui nous amène à la question centrale, je pense. Est-ce que cet essor fulgurant est avant tout le symptôme d'un commerce illicite mondial, une vraie criminalité organisée que les consommateurs financent parfois sans même le savoir? C'est en tout cas la position que je vais défendre. Ou alors, est-ce que ce marché est simplement une réponse logique, presque inévitable à la stratégie des grandes marques elles-mêmes? Je veux dire, des prix exorbitants, une production délocalisée. Moi, je soutiendrais que les marques ont d'une certaine manière créé le monstre qu'elles combattent aujourd'hui. C'est un point de vue. Mais pour moi, commencer par accuser les marques, c'est déjà trouver une sorte d'excuse à un système qui repose sur l'illégalité. Le point de départ, c'est la nature criminelle de ce trafic. L'enquête est formelle là-dessus. 80 à 90% de ces maillots viennent de Chine. Et attention, on ne parle pas d'usines officielles qui arrondiraient leur fin de mois. Non, on parle majoritairement d'ateliers clandestins qui fonctionnent en dehors de tout cadre. Évasion fiscale, exploitation de main-d'œuvre, potentiellement des mineurs. C'est une industrie souterraine. Le prix, finalement, c'est que la partie visible d'un iceberg aux fondations très sombres. Quand on achète un faux à 25 €, on ne fait pas juste une bonne affaire. On devient le dernier maillon d'une chaîne qui finance ce système. Oui, je comprends l'argument, mais je pense qu'il est déconnecté de la réalité du consommateur. Il faut se mettre à sa place une seconde. Un maillot officiel, c'est 120 €, parfois 150. Pour des éditions vintage, on peut monter à plus de 250 €. En face, on lui propose un produit quasi identique pour 25 €, mais le calcul est vite fait, quoi. Pour lui, c'est pas de la criminalité, c'est du bon sens économique. L'enquête le montre très bien. En Belgique, 10% des 15-24 ans ont sciemment acheté des contrefaçons en 2022. C'est un chiffre énorme. Ça nous dit que pour toute une génération, le concept de propriété intellectuelle sur ce genre de produit pèse bien peu face à la réalité du pouvoir d'achat. D'autant que la qualité, et ça c'est le point crucial, est devenue quasi parfaite. L'analyse en labo citée dans l'enquête parle d'une technicité qui suggère l'utilisation de matériaux et de machines issus d'usines qui livrent également des composants à des grandes marques. Et c'est là qu'intervient le fameux overrun. Ah, l'overrun, la surproduction non déclarée. C'est l'argument massu pour dédouaner tout le monde. Sauf que l'enquête elle-même qualifie ce phénomène d'exceptionnel. Oui, mais il existe. Il existe, mais c'est une niche, une excuse narrative parfaite pour brouiller les pistes. La réalité massive, c'est pas l'usine Nike ou Adidas qui produit 1000 maillots en trop. La réalité, c'est l'usine clandestine qui n'a aucun lien avec ces marques et qui copie leur design. Se focaliser sur l'overrun, c'est un peu regarder le doigt quand on nous montre la lune. La probabilité, en achetant un faux, de tomber sur un produit overrun, elle est infime par rapport à celle de financer un réseau 100% illégal. Peut-être, mais l'existence même de l'overrun, même si tu dis qu'il est exceptionnel, ça pose une question fondamentale sur la frontière entre le vrai et le faux. Si le produit est matériellement identique, même tissu, même machine, mêmes ouvriers, et que seule une autorisation administrative le différencie, la distinction devient abstraite pour l'acheteur. Et surtout, ça révèle la faille du système des marques. Elles ont délocalisé pour le profit, créant des chaînes d'approvisionnement si complexes qu'elles ne les maîtrisent plus du tout. Le reportage est très clair là-dessus. Il leur est, je cite, quasiment impossible de prouver qu'un maillot saisi vient d'un lot non autorisé. C'est un aveu d'impuissance. Elles sont victimes d'un système qu'elles ont elles-mêmes mis en place. Prenons le témoignage de Jonathan, le jeune revendeur de 16 ans sur Vinted. Il est fascinant et glaçant. Il dit, et je cite, « C'est pas vraiment un truc vraiment énorme, illégal, quoi. » Cette phrase, c'est le cœur du problème, une banalisation totale. On parle d'un trafic dont les profits, selon certains experts, peuvent dépasser ceux du trafic de drogue, et pour un adolescent, c'est pas vraiment énorme. C'est le résultat de cette confusion que tu décris, une confusion qui sert merveilleusement bien les intérêts des réseaux criminels. Je suis d'accord sur la banalisation, mais revenons à la perception du risque pour l'acheteur, parce que c'est ça qui motive sa décision. On agite souvent la menace sanitaire. Or, l'enquête a fait analyser 4 maillots contrefaits en laboratoire. Résultat, 1. Aucune trace de métaux lourds, ni de formaldéhyde.
Pour l'acheteur qui lit ça, le message est clair. Non seulement le produit est beau et pas cher, mais en plus, il n'est pas dangereux pour ma santé. Le risque perçu est quasi nul. La menace reste théorique, alors que le bénéfice pour son portefeuille, lui, est bien réel. Attends, là, l'interprétation est dangereuse. Le reportage qualifie cet achat de loterie. Une loterie. C'est pas parce que ces 4 maillots-là étaient propres que le 5e ou le 10e le sera. C'est un échantillon minuscule et l'enquête elle-même donne le contre-exemple. Une investigation de la chaîne espagnole La Sexta qui, elle, a trouvé du plomb, du mercure et du cadmium dans des faux maillots. Alors, on choisit quelle étude? Celle qui nous arrange? Ce n'est pas une question de choisir, c'est une question de perception. L'information est contradictoire. Face à cette incertitude, l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait? Il se fie à son expérience. Il a déjà acheté des faux, ses amis aussi, et personne n'a jamais eu de problème. L'argument sanitaire, il ne prend pas, car il n'est pas validé par l'expérience concrète et immédiate des consommateurs. Mais c'est là qu'est tout le danger. C'est un pari statistique. On peut jouer à la roulette russe plusieurs fois sans qu'il ne se passe rien. Ça ne rend pas le jeu moins mortel. La réalité, c'est que ces produits échappent à toutes les normes de sécurité européennes. Le fabricant clandestin n'a aucun compte à rendre, aucune réglementation à suivre. Il peut utiliser n'importe quoi. Des colorants toxiques, des matériaux inflammables. On ne sait absolument rien de la chaîne de production. Alors oui, on peut tomber sur une copie de bonne qualité, mais on peut aussi tomber sur un produit toxique. C'est exactement ça. Et cette hétérogénéité, elle renforce mon point sur la responsabilité des marques. Les contrefaçons de, disons, première ligue, celles qui sont indiscernables, ce sont probablement celles qui sortent des circuits proches des usines officielles, que ce soit de l'overrun ou de l'espionnage industriel. Elles bénéficient indirectement du savoir-faire développé pour les grandes marques. Celles de deuxième division, potentiellement dangereuses, viennent d'ateliers complètement à part. Mais cette complexité, c'est le résultat direct de la stratégie de délocalisation massive. En externalisant leur production pour réduire les coûts, les marques ont aussi externalisé leur savoir-faire, leur cahier des charges. Elles ont créé un écosystème en Asie qu'elles ne contrôlent plus et qui aujourd'hui se retourne contre elles. Je vois l'idée, mais je n'arrive pas à faire ce saut logique qui consiste à dire parce que les marques ont créé un système complexe, les réseaux criminels qui l'exploitent sont excusables. C'est une inversion de la responsabilité. Une entreprise qui cherche à optimiser ses coûts, c'est la base du capitalisme. Une organisation qui monte une usine clandestine pour copier et vendre illégalement des produits en exploitant des gens, c'est du crime. On ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Le problème premier, ce n'est pas la stratégie d'Adidas, c'est l'existence d'une organisation criminelle qui a décidé de la copier. Et l'acheteur, en cliquant sur « Acheter », il donne son argent à la seconde, pas à la première. Sauf que la lutte contre cette organisation, elle semble totalement vaine. Et c'est peut-être un signe que le problème est ailleurs. Regardons les chiffres. Les douanes belges saisissent 4000 maillots en 4 mois. Ça a l'air énorme. Mais sur la même période, juste à l'aéroport de Liège, elles traitent 3 millions de déclarations par jour. C'est une goutte d'eau dans un océan. C'est une bataille perdue d'avance. Les plateformes comme Vinted sont inondées. Et que dit Jonathan, notre jeune revendeur? Si je me fais bannir, je me refais un nouveau compte. Il n'y a aucune peur, aucune dissuasion. Le système est conçu pour l'échec. Mais ce constat d'échec, ce n'est pas un argument pour abandonner. Au contraire, c'est la preuve qu'il faut changer de braquet. Si Jonathan n'a pas peur, c'est que les sanctions sont trop faibles. Le commerce en ligne, dit l'enquête, a énormément compliqué la lutte. La conclusion, c'est pas de dire que la lutte est inutile, c'est qu'il faut lui donner des outils adaptés au XXIe siècle. Des sanctions plus lourdes, une vraie responsabilité des plateformes. L'impunité n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Dire que la lutte est inefficace, c'est se résigner et laisser le champ libre aux trafiquants. Je ne prône pas la résignation, je dis que la stratégie est mauvaise parce qu'elle s'attaque aux conséquences, pas à la cause. La cause, c'est l'écart de prix abyssal. Tant qu'un produit identique en apparence coûtera 5 fois moins cher, il y aura une demande massive et aucune douane au monde ne pourra endiguer ce raz-de-marée. D'ailleurs, le silence des marques est assourdissant. L'enquête le souligne. Adidas refuse de commenter, Puma reste vague, personne ne donne de chiffres. Ce silence, pour moi, c'est un aveu. Peut-être qu'au fond, ce marché parallèle ne leur fait pas si mal que ça. Est une publicité pour la contrefaçon. C'est un dilemme pour elles. Plus elles en parlent, plus elles informent le public que des alternatives existent. Je pense qu'il est naïf de croire que ce trafic ne leur coûte rien. C'est une perte sèche de revenus, une dévalorisation de leur image. L'argument de l'inefficacité de la lutte est un cercle vicieux.
On constate que ça ne marche pas, du coup on en conclut qu'il faut rien faire, ce qui renforce l'impunité et rend la lutte encore plus dure. Il faut briser ce cercle. Pour résumer, je persiste à penser que la contrefaçon est avant tout un symptôme. Le symptôme d'un modèle économique qui a rendu un objet de culture populaire inaccessible à une grande partie de son public. La qualité des copies, les zones grises comme l'overrun, ne font que confirmer que la distinction entre le légal et l'illégal est beaucoup plus floue et complexe qu'un simple combat du bien contre le mal. Et je maintiens que cette vision, même si elle est séduisante, est une simplification qui ignore la réalité d'une industrie criminelle globale. Chaque achat, même le plus anodin, est un vote qui soutient un système basé sur l'exploitation, l'opacité et l'illégalité. Le choix du consommateur n'est pas un simple calcul économique, il a des conséquences réelles, même si elles sont invisibles au moment de cliquer sur le bouton « Payer ». Et la banalisation de cet acte est peut-être le problème le plus grave de tous. Nos deux points de vue s'accordent au moins sur la complexité du phénomène. On est au carrefour de la mode, de l'économie, de la mondialisation et de la responsabilité de chacun. Effectivement. Et la question de savoir où placer le curseur de cette responsabilité, entre les marques, les réseaux et les consommateurs, reste entière. C'est une dynamique qui va continuer d'évoluer et qui mérite qu'on continue de l'explorer, comme le fait très bien l'enquête qui a servi de base à notre discussion.